Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'éducation des jeunes. Dès le début du siècle dernier, de nombreux pédagogues, comme Maria Montessori ou le couple Élise et Célestin Freinet et beaucoup d'autres, ne cessent d'interroger la méthode pédagogique. Nous sommes avec Cécile Courtois et Pascal Corradini, porteurs du projet L'école des papillons, une future école démocratique à Épinal, dans les Vosges. Cette émission a été enregistrée comme tous les 4e jeudis du mois, le 22 février 2018 à 18h30, au Guéluron, café culturel à Saulxures-sur-Moselotte, c'est aussi dans les Vosges, et réalisé en public. Bonjour public. Et bonjour à vous, Cécile Courtois et Pascal Corradini. Bonjour. Bonjour. Cécile Courtois et Pascal Corradini, vous avez 1 minute pour nous présenter votre projet d'école démocratique Les Papillons à Épinal. Qui s'y colle? Pascal Corradini. Eh bien, effectivement, l'école démocratique des papillons donc, est une école démocratique, à savoir que c'est une école alternative hors contrat, non subventionnée. Hors contrat dans le sens où elle n'est pas en contrat avec l'État et qu'elle ne respecte pas les programmes. En revanche, elle est tenue de permettre de respecter en tout cas le socle commun des apprentissages par rapport à l'apprentissage de la langue française, des langues étrangères par exemple, les maths, la culture scientifique et technologique, tout ce qui est relatif à la communication, à la culture générale, la connaissance du monde, le développement durable, aux compétences sociales par exemple et civiques et aussi à l'autonomie. J'imagine que bon nombre de nos éditeurs va être interpellé par votre projet d'école démocratique Les Papillons à Épinal, une école décidément bien différente du modèle de l'éducation nationale et dans laquelle les enfants ont globalement le choix de quoi, quand, comment et avec qui apprendre. Les éducateurs les supportent et les aident à savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent faire. Si les cours ne sont pas obligatoires, un enfant de 8 ans peut très bien assister à un cours de physique quantique. Les enfants peuvent même donner des cours. Il y a quasiment toujours des jeunes qui demandent des cours pour préparer l'examen ministériel pour valider la fin du secondaire par exemple. Au bout de quelques mois d'apprentissage volontaire, ces jeunes finissent souvent avec des résultats pas moins bons que ceux du système traditionnel et beaucoup continuent à l'université. En plus de la liberté, on y retrouve un climat de confiance et de communication, ce qui n'empêche pas les tensions. Mais leur résolution fait partie de l'apprentissage. L'idée est que les apprentissages peuvent arriver n'importe où, dans les relations sociales, au cours d'un jeu ou en nature par exemple. Bien sûr, les écoles démocratiques ont un fort aspect démocratique. Il y a régulièrement des assemblées où les règles de l'école, les décisions à prendre ou les conflits peuvent être gérés et où les enfants de tout âge ont leur mot à dire. tout est dit ou presque à propos des écoles démocratiques dans cet extrait tiré d'une vidéo réalisée par l'association Efficience en 2007 dans le cadre de son programme Educay. Cécile Courtois et Pascal Corradini, dans une école démocratique, on est très très loin d'une école classique. Comment est né votre projet à Épinal ? En fait, c'est parti d'une rencontre avec Florian Picard, qui est venu vers moi. J'étais à l'époque président d'Épinal en transition il y a environ une dizaine de mois. Et puis, il m'a dit qu'il voulait créer une entreprise par rapport à un projet d'éolienne auquel j'avais participé, une éolienne libre auquel j'avais participé 4 ans plus tôt. Et puis, il voulait monter une entreprise libérée en partant à partir de cet objet à construire. C'est quoi une entreprise libérée, Pascal Corradini ? Alors, une entreprise libérée, c'est une entreprise où il n'y a pas de pyramidal, il n'y a pas de grand chef ni de petit chef, où l'information circule à tous les niveaux. Les personnes les plus importantes, ce sont les personnes de la base qui font le travail de base, les travaux manuels ou sur les chaînes de production et même les balayeurs. Et puis, une entreprise libérée, c'est une entreprise qui respecte l'humain, voilà, la personne.
Et donc en fait avec Florian on a cheminé ensuite par rapport à donc la création de cette entreprise libérée. On était parti sur l'idée d'être sur l'autonomie après l'éolienne. L'idée c'était de créer des objets. On a même pensé à la marmite norvégienne, etc., etc. Alors autant je vous ai posé la question du coup de l'entreprise libérée, je ne suis pas certain que tout le monde sache que c'est qu'une marmite norvégienne, Pascal Corradini. Effectivement. Bon, une marmite norvégienne, en fait c'est un objet, c'est un caisson isolé qui permet de cuire en économisant à peu près 50% de l'énergie, une cuisson à l'étouffée. Donc en fait on monte, on fait un bouillon avec les aliments avant de les mettre dans la marmite et la cuisson se termine. Et l'idée c'était de faire des objets comme celui-là qui soient particulièrement respectueux de l'environnement, parce que cette marmite norvégienne est construite avec du bois de palette et même du carton pour l'isolation. On fera un jour une émission, Pascal Corradini, sur les marmites norvégiennes. On va revenir à l'école démocratique et votre projet à Épinal. Et effectivement, donc, de cette entreprise libérée, on a cheminé. Et puis, je suis tombé sur la vidéo, le TEDx de Ramin Farangui, qui a créé l'école dynamique de Paris, qui est une école démocratique. Et puis, j'ai été subjugué, j'en ai parlé à Florian. Et puis, lui aussi, ça lui a plu beaucoup. Et du coup, on a cheminé pour créer cette école démocratique. Et il y a à peu près 3 mois, donc, nous avons créé notre groupe de coordination. Nous sommes 15 à cheminer pour créer cette école et pour l'ouvrir en 2018, en septembre 2018. Donc ça reste en fait une forme d'entreprise, simplement vous avez changé d'objet. On a changé d'objet parce que ça nous a paru plus important de changer de mode d'éducation pour des enfants, des adolescents, des futurs adultes, et qui, eux, pourront créer des entreprises du type... Pour fabriquer des marmites norvégiennes. Par exemple. Pascal Corradini, aujourd'hui, vous êtes... il y a, malgré tout, on en parlera bien sûr tout au long de cet entretien ici au Galuron, mais est-ce qu'il y a une organisation déjà stabilisée? Est-ce que vous avez un titre vous-même ou Cécile Courtois? Alors évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, peut-être beaucoup plus simple du reste. Et puis surtout, où en est votre projet? Est-ce qu'il y a déjà une date prévue d'ouverture de cette école démocratique, Les Papillons à Épinal? Effectivement, la date prévue est septembre 2018, mais pour ça, il faudra trouver un bâtiment, et on a environ encore 3 mois pour trouver un bâtiment. Mais nous cheminons très bien, on a une page Facebook d'ailleurs, et en fait, on se réunit à peu près une fois par semaine. On travaille beaucoup le projet pédagogique, la plaquette, justement pour aller à la rencontre de partenaires et à la rencontre des maires pour trouver justement ce bâtiment, parce que c'est le déclencheur. Combien d'enfants envisagez-vous d'accueillir en fait dès la rentrée de cette année? Pourquoi pas 30 enfants, voilà. Très bien. Multi-âge, voilà. Le cadre est posé. Quelles sont les caractéristiques de l'école des Papillons, Pascal Corradini? Les caractéristiques, c'est un petit peu ce qu'on a entendu dans la vidéo, donc la mixité des âges, 3-19 ans, un environnement stimulant d'apprentissage. L'idée, c'est effectivement de stimuler l'apprentissage au travers d'ateliers permanents et puis qu'il y ait la liberté d'apprendre à un moment ou à un autre pour l'enfant, pour l'adolescent, de ce qu'il veut apprendre. Il y a aussi l'organisation de la journée en début de journée, et il y a aussi ce qui est particulier, c'est la libre expression de chacun. Parce que pour Céline Alvarez, l'enfant serait soumis à des lois naturelles. Que ça fonctionne, qu'effectivement aujourd'hui il existe des lois d'apprentissage et d'épanouissement, certaines, que je vais décrire maintenant, et qui sont non négociables en fait, et qu'il faut qu'on puisse enfin respecter pour permettre à nos enfants de déployer leur plein potentiel cognitif, créatif. Quelles lois, par exemple, justement? Alors les lois, ce serait de l'autonomie. Il faut que les enfants puissent être actifs. L'être humain n'apprend pas quand il est passif. Il n'apprend pas quand il est passif, il apprend quand il est actif, et il apprend quand il fait des choses qu'il aime. Il ne peut pas apprendre quelque chose qui ne l'intéresse pas. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que les zones de la mémoire s'activent très très faiblement lorsque nous ne sommes pas motivés ou curieux, intéressés par le sujet qu'on essaie d'apprendre. Céline Alvarez, ancienne institutrice, aujourd'hui pédagogue, est l'auteure du livre « Les lois naturelles de l'enfant » paru aux éditions Les Arènes en 2016. Cécile Courtois, dans cet extrait d'une interview sur iTélé, Céline Alvarez nous dit notamment que l'être humain n'apprend pas lorsqu'il est passif. Oui, en effet, l'être humain a besoin d'être acteur de ses apprentissages. Elle parle des lois naturelles de l'enfant, mais en réalité, c'est les lois naturelles de n'importe quel être humain. Quand on est acteur de ce qu'on fait, on apprend naturellement. Nous avons tous été enfants. Nous avons tous été enfants.
Et quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on a de l'enthousiasme pour ce qu'on fait, on peut y passer des heures, on peut y passer des semaines, on peut y passer beaucoup de temps. Et on est toujours à fond dans ce qu'on fait. Mais alors, dites-moi, Cécile Courtois, à l'école que nous avons tous connue, sauf peut-être les rares qui ont eu l'occasion peut-être de fréquenter justement une école Montessori ou Freinet, on ne peut pas vraiment dire qu'on favorise l'enthousiasme. On reste assis toute la journée, on se tait, on écoute. C'est bien le problème parce qu'on n'est pas du tout fait pour ça. On est fait pour avoir des activités variées au long de la journée. On est aussi tous différents dans notre façon de fonctionner. Il y a des gens qui sont plutôt dans les maths, d'autres dans le français, mais il y a aussi des gens qui sont dans la musique, dans les arts. Il y a plein de ce qu'on appelle les intelligences multiples. Et il y a plein de façons d'appréhender la vie et dans le système traditionnel, souvent, on ne permet pas ça. Et ce qui est important, c'est justement de laisser cette place à toute la diversité des individus qu'on est sur Terre. Et c'est important pour nous de permettre à tous les enfants d'avoir une place dans l'éducation. Mais alors peut-être que les tenants habituels de l'éducation habituelle ou conventionnelle vont vous dire, mais moi j'envoie mon enfant d'abord parce que c'est obligatoire, depuis les lois Ferry 1881 et 82, gratuit d'abord et obligatoire ensuite, d'abord pour qu'il apprenne un métier. Ah oui, alors apprendre un métier, oui. Mais alors après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on apprend un métier ? Est-ce qu'on apprend un métier pour gagner son pain, comme on dit, ou est-ce qu'on apprend un métier pour s'épanouir tout au long de sa vie dans ce qu'on fait ? Notamment dans notre groupe, il y a des personnes qui vont faire de leur métier l'activité au sein de l'école, et il y a une vraie motivation, un vrai enthousiasme. On parlait d'enthousiasme avant, il y a un vrai enthousiasme à faire ce qu'on fait, et c'est très, très important aussi au niveau de l'équipe encadrante d'être motivé et de venir tous les matins avec le sourire. Alors justement, ça évidemment, c'est dans le meilleur des mondes. Dans l'école conventionnelle, appelons-la comme ça, on parle aussi d'agriculture conventionnelle, c'est ce qui fait convention à un moment donné. Il y a bien sûr des enseignants, des professeurs de mathématiques, de français, de musique. Comment ça se passe dans une école démocratique, Cécile Courtois ? Il y a des professeurs, des enseignants ? Alors le principe est totalement différent de ce qu'on trouve en général dans le système traditionnel. Un peu. Oui, c'est un changement total de paradigme éducatif. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur des matières, on ne se base même pas sur des pédagogies, on se base sur le fait que l'enfant ou l'être humain en général a naturellement envie d'apprendre et de découvrir. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt des apprentissages, c'est que c'est pas imposé, c'est aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. Et en faisant... Est-ce que l'échec scolaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce n'est pas précisément le fait que c'est pas que l'élève est mauvais, c'est que l'élève ne se conforme pas au moule, et que justement, s'il avait l'occasion peut-être de fréquenter une école démocratique, il aurait peut-être sans doute pu s'épanouir et acquérir ce qu'il avait envie d'apprendre. Alors oui, je pense on n'est pas là non plus pour critiquer ce qui se fait dans l'éducation nationale, on est là pour offrir autre chose. Mais effectivement, on est quand même souvent, dans le système traditionnel, on est soumis à un système de fonctionnement qui ne correspond de loin pas à tout le monde, et on le sait très bien. Et on est soumis aussi à des contraintes, même les enfants qui réussissent ou qui ont des résultats moyens ne sont pas toujours épanouis dans la façon dont ils apprennent les choses. Et ce qui est important dans le type de l'école démocratique, c'est vraiment de laisser place aux besoins de chacun au moment où il le sent, à la curiosité, à ce qui l'anime, à ce qui le meut, à ce qu'il a envie de faire maintenant, et de laisser explorer cet univers qui le passionne. Et c'est vrai aussi à l'âge adulte, on le sait. Quand on est passionné par quelque chose, on peut y passer des heures. Et dans le groupe dans lequel on travaille, on a tous des passions auxquelles on y consacre beaucoup de temps. C'est important de laisser cette place-là aussi pour les enfants. À vous écouter, Cécile Courtois, avec votre projet d'école démocratique Les Papillons à Épinal, que vous portez avec Pascal Corradini et d'autres, vous êtes en train d'inventer un nouveau métier. Dégoté, un drôle de métier, avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire
de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, v'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux. Franco, on grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore. Et encore, et encore. Des chasseurs de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Pars, quitte la ville, ces foutus réverbères. Viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin. Encore, les rallumer encore. Et encore, et encore. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles. Il sait où notre idéal, il sait où nos idées, nos idées. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles. Il sait où notre idéal, il sait où nos idées, nos idées. Oh, 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 Durablement vôtre, Éric Mutschler. Rallumeur d'étoiles par le groupe HK et les Saltimbanques, paru sur l'album éponyme sorti en 2015. Nous sommes toujours au café culturel Le Gué-Luron à Saulxures-sur-Moselotte où se déroule cet entretien en public avec vous, Cécile Courtois et Pascal Corradini, à propos de votre projet d'école démocratique Les Papillons à Épinal. Vous êtes un rallumeur d'étoiles, Pascal Corradini ? Ben oui, en quelque sorte. C'est pas par hasard si on a choisi ce nom de École des Papillons. Et justement, j'allais vous poser la question. Justement, c'est pour rallumer des étoiles, effectivement, de mettre en mouvement cet effet papillon pour les enfants, l'effet papillon d'Édouard Lorentz. Vous avez anticipé, parce que j'allais là aussi vous demander de nous expliquer l'effet papillon, Pascal Corradini. L'effet papillon, c'est effectivement le battement d'aile, j'ai envie de dire, d'un papillon dans les Vosges comme déclencheur d'un avenir meilleur, c'est-à-dire un battement d'aile qui enclenche aussi une tornade à un endroit qui enclenche une tornade 2000 km plus loin. C'est un battement d'aile à l'autre bout de la planète, par les répercussions, par l'amplification des phénomènes, peut déclencher une tornade ailleurs à l'autre bout du monde, quoi. Tout à fait. C'est vraiment ça l'effet papillon et c'est ce que l'on peut tout à fait faire pour les enfants en leur permettant d'apprendre librement justement sur le modèle de l'école démocratique. L'apprentissage autonome est fondamental. Il y a par exemple John Holt qui avait une métaphore intéressante d'après des travaux. En tout cas, il y a plusieurs scientifiques qui ont expérimenté beaucoup de choses sur les enfants et aujourd'hui on en bénéficie
bénéficient. Au niveau des écoles démocratiques, entre autres, John Holt disait qu'il y avait cette fameuse métaphore des bouteilles qu'on remplissait à différents niveaux. C'est l'éducation traditionnelle. Et puis aussi le cloisonnement, le découpage en disciplines. Et puis on met des notes. Et du coup, on déclare que l'enfant n'est pas capable parce que dans certaines disciplines, il ne réussit pas. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et puis on veut enclencher un nouvel effet, un effet papillon, justement. Rabelais disait que l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Tout à fait. C'est bien ça qu'il y a à faire. Et puis il y a la bienveillance, c'est-à-dire qu'il y a le respect de l'enfant. Comme les humains ont être à respecter, mais les enfants d'autant plus. Cécile Courtois disait tout à l'heure un changement de paradigme pédagogique ou éducatif. Est-ce que l'idée, c'est pas finalement de se recentrer sur l'enfant et non pas d'éduquer les enfants pour qu'ils puissent répondre aux besoins de la société en termes d'emploi et des entreprises en termes d'embauche, mais finalement d'inverser le processus en disant qu'est-ce que chacun peut apporter à la société à partir de soi-même. Tout à fait. C'est vraiment l'idée de permettre à un enfant, un futur adulte, de contribuer de la meilleure façon à la société. Et du coup, la société aura beaucoup plus de cohérence. On ne se place pas dans ce qu'elle est aujourd'hui, cette société, avec son modèle économique et autres. On essaie d'imaginer une autre société. Et du coup, on tient compte des besoins des enfants. Et automatiquement, cette société, elle sera plus juste et respectueuse de chacun. Je me fais le porte-parole peut-être des détracteurs de ce genre d'initiative. Pascal Corradini, est-ce qu'on ne risque pas de fabriquer des enfants rois, centrés sur eux-mêmes, tout de suite, tout le temps? Ça, c'est déjà un peu l'enfant, mais on doit leur apprendre à canaliser leurs émotions, leurs exigences, alors que là, finalement, si toute l'équipe pédagogique est au service de l'enfant, est-ce que le risque, ce n'est pas précisément, justement, de fabriquer des enfants rois un peu égocentriques, ou égocentrés en tout cas? Du tout, parce que ça ne peut pas arriver, parce qu'en fait, il y a la prise en compte de l'autre, des autres, du groupe. Un enfant dans une école démocratique, il a à s'exprimer par la parole, et il a à tenir compte de la parole et des besoins des autres. Donc automatiquement, ça ne peut pas être un enfant roi. C'est un enfant qui est à l'écoute des autres, et de toute façon, s'il n'écoute pas les autres, c'est les autres qui, à un moment donné, lui exprimeront leur désapprobation. Donc si vous voulez, il s'agit d'apprendre à décider ensemble, et ça c'est nouveau, on ne le fait pas dans notre société, et du coup, c'est ça qui enclenche ce changement, entre autres. Est-ce que ça veut dire, Pascal Corradini, qu'il n'y a pas de coercition, pas de règles, si j'imagine, justement à cause du groupe, mais pas de coercition, pas de punition, en gros? En tout cas, il y a une justice. Il y a une justice qu'on va qualifier de réparatrice, dont on ferait bien de s'inspirer pour notre justice pour les adultes. Donc une justice réparatrice, effectivement, c'est une justice qu'on met en place ensemble, et justement qui ensemble, on imagine un type de réparation qui est accepté par tout le monde, et par celui qui a fait, entre parenthèses, une erreur ou une faute. Ce que vous évoquez là aussi, Pascal Corradini, c'est la quête de sens. On va reparler, en tout cas en attendant, pour Sophie Bouquet-Rabi. Les besoins sont nos guides. L'enthousiasme et la liberté d'apprendre sont des besoins que nos sociétés ont mis de côté pour se plier aux nécessités, aux injonctions d'un système. Mais à quel prix ? Pour ces raisons, la Ferme des enfants, qui scolarise aujourd'hui 80 jeunes citoyens de 3 à 15 ans, rejoint le nombre exponentiel des écoles démocratiques et choisit de ne plus imposer de programme d'apprentissage ni aux enfants ni aux adolescents. Tous les apprentissages organisés le sont maintenant sur demande des enfants eux-mêmes, qui bénéficient donc de beaucoup plus de temps pour se laisser inspirer par l'environnement et apprendre sans relâche dans leurs expériences de la vie de tous les jours. Sophie Bouquet-Rabi, la fille de Pierre Rabhi, a fondé en 1999 la Ferme des enfants, une école qui pratique la pédagogie de la bienveillance, au cœur d'un éco-village pédagogique en Ardèche. La Ferme des enfants a rejoint le réseau des écoles démocratiques, justement. C'était un extrait du 9e MOOC, l'Université des Colibris, intitulé « Faut-il encore instruire les enfants ?» Titre plutôt provocateur, non, Cécile Courtois? Ah oui, tout à fait. Mais Sophie Rabi, c'est une personne qui s'est intéressée à la question éducative il y a déjà une vingtaine d'années, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant. Et elle s'est demandé, mais quels sont les besoins de l'enfant, comment dois-je l'accompagner, quelle instruction dois-je lui donner. Enfin, elle s'est vraiment posé beaucoup de questions à ce niveau-là. Elle a fait beaucoup de recherches à ce niveau-là, et elle a un parcours qui
qui n'a cessé d'être évolutif. Et c'est vraiment admirable chez cette personne. C'est une personne d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est une personne magnifique. Et j'ai reçu son père au micro Durablement Vôtre. Voilà. Donc, sûrement, oui, voilà. Nous sommes entre nous. Voilà, tout à fait. Et elle s'est interrogée, elle s'est remise en question en permanence, toujours avec humilité, et puis avec l'ensemble de l'équipe pédagogique avec laquelle elle travaille, sur comment ça se passe. Son questionnement de départ, c'était le système traditionnel, ça ne correspond pas à ce dont j'ai envie pour mes enfants. Moi, j'ai envie que les enfants ils soient actifs dans leurs apprentissages, j'ai envie de bienveillance, j'ai envie de nature pour implanter mes apprentissages plutôt que d'apprendre dans des livres. Et au-delà de ça, elle s'est en permanence questionnée sur... oui, certes, on peut fonctionner comme ça, mais ça reste quand même des pédagogies toutes faites, notamment la pédagogie Montessori, qui fonctionne beaucoup par le jeu, par l'amusement. Mais malgré tout, ça ne reste pas adapté à tout le monde. Et les apprentissages, à partir du moment où ils sont imposés, ils ne sont pas naturels. On ressent forcément une contrainte. En vous écoutant, Cécile Courtois, on se dit, mais le système conventionnel est finalement très violent à l'égard des enfants, très coercitif. Oui, en effet. Alors, on ne va pas faire un débat sur l'éducation nationale, mais effectivement, même chez les enfants qui réussissent, je fais partie des enfants qui ont réussi à l'école. Super. Mais malgré tout... Après, on pourrait se poser la question de la notion de réussite. Oui, voilà, c'est-à-dire, voilà, j'avais des bonnes notes, il n'y a pas de souci, il y avait des bonnes remarques dans les bulletins, tout ça. Est-ce que ça veut dire que pour réussir dans le système conventionnel, il faut finalement tout simplement être capable de rentrer dans le moule qu'on vous impose? Alors moi, personnellement, je parle vraiment personnellement, j'ai compris ça très vite. C'est-à-dire que l'école, voilà, je me disais, si je réussis à l'école, on ne va pas m'embêter. Du coup, je vais travailler. Et puis j'ai aussi compris très vite que si j'allais en cours et que j'entendais les profs parler, j'enregistrais beaucoup plus facilement que si j'y allais pas. Du coup, la question s'est même pas posée. Je suis allée à l'école et j'ai suivi les cours et c'est comme ça que ça a marché. Malgré tout, je dois beaucoup quand même à mes parents, je le dis. Parce que c'est eux qui nous ont permis de découvrir, de nous accompagner sur ce qu'on a fait. Je dis nous parce que j'ai 2 frères, sur nos apprentissages et de nous faire découvrir la vie à côté de l'école. Dans une autre école démocratique. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles démocratiques aujourd'hui en France, Cécile Courtois ? Alors, je ne sais pas exactement. Je sais que la première école démocratique est née à Dijon il y a 3 ans. Ensuite, il y a une école dont parlait avant Pascal, créée par Ramin Farangui à Paris. Et puis là, aujourd'hui, il y a une 40aine de projets. Alors, est-ce que tous vont aboutir ? Je ne sais pas. Combien il y en a actuellement, j'en sais rien, mais en tout cas, ça évolue de façon exponentielle. Et Sophie Rabi, qui à la base était une école à pédagogie Montessori, a évolué depuis la rentrée 2016 en école démocratique. Voilà. Est-ce qu'il existe des modèles similaires d'écoles démocratiques ailleurs dans le monde ? On est même très en retard en France. Tiens, c'est surprenant. Alors, la première école démocratique, si on peut l'appeler comme ça, elle est née en Angleterre. C'est Alexander Neil qui l'a fondée pour des enfants défavorisés scolairement, avec une toute autre approche des apprentissages, avec justement la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut pendant la journée. Et puis ensuite, il y a eu une école, l'école Sudbury, qui est un modèle qui est pas mal reconnu aujourd'hui, qui est né aux États-Unis. Et ça s'est un peu essaimé dans le monde. Il y a des écoles en Allemagne aussi qui sont d'ailleurs financées par l'État aujourd'hui depuis quelques temps, enfin depuis même pas mal d'années. Et en France, voilà, comme dit, ça fait 3-4 ans que ça perce un peu, mais on y croit. Ça... Alors justement, Épinal en 2 mots, Cécile Courtois, comment est perçu votre projet qui est sur le point de se transformer en réalité? Là, c'est plus un projet.
Pour le moment, on a eu l'occasion d'en parler surtout dans des milieux un peu justement de transition, d'alternatifs, et du coup c'est très bien accueilli et les gens sont vous faites ça, vous prévoyez de mettre ça en place, de créer ce type d'école. Donc les gens avec qui on a échangé, ils sont très enthousiastes. Là aujourd'hui, au sein de notre groupe de coordination, on est en train de monter les statuts, de finaliser le projet pédagogique pour plus tard aller chercher des bâtiments pour pouvoir vraiment monter le projet d'ici la rentrée 2018, septembre. Et on verra comment ce sera accueilli par les politiques. Mais... Justement, on va voir maintenant la manière dont vous gérez votre projet d'école démocratique à Épinal, et plus tard lorsqu'elle sera créée. C'est un extrait du MOOC numéro 4 de l'Université des Colibris, justement, intitulé « La gouvernance et le changement de société ». Nous pouvons choisir de rester prisonniers des modèles dominants-dominés, de continuer à nourrir la croyance que nos fonctionnements actuels sont une fatalité liée à ce que serait la nature même de l'être humain. Ou bien, nous pouvons choisir une voie de sortie par le haut, pour chacun et chacune, dans cette nouvelle façon d'envisager l'organisation, la relation. La relation d'équivalence au pouvoir nous propose de sortir du pouvoir sur quelqu'un, sur quelque chose, en imposant ma vision à l'autre ou à l'organisation dans laquelle je suis inscrit, pour aller vers celle du pouvoir de créer, de construire, le pouvoir de faire avec les autres en étant pleinement ce que je suis. Si je me transforme, je transforme mon organisation familiale, sociale, entrepreneuriale. Si les organisations se transforment, c'est la société tout entière qui pourrait bien se transformer. C'est ce que nous appelons transformation personnelle, transformation sociétale. Notre entretien enregistré en public ici au Galuron, café culturel à Saulxures-sur-Moselost, se poursuit avec vous, Cécile Courtois et Pascal Corradini, porteurs du projet L'école des papillons, une école démocratique à Épinal dans les Vosges. Celui que l'on vient d'entendre, c'est Laurent von Ditsuizen, cofondateur de l'Université du Nou. Dans la gestion de votre projet et plus tard de l'école, j'imagine que vous vous appliquez à vous-même les préceptes qui dominent à l'école, Pascal Corradini. Absolument. Effectivement, on a déjà eu l'occasion de décider ensemble par une gestion par consentement pour créer notre association. Comment ça marche ? En fait, on fait une proposition et puis cette proposition est clarifiée, complétée. Chacun exprime ses ressentis. Il y a des amendements pour, au bout du compte, conduire à modifier cette proposition de départ et aboutir à une proposition qui convient à tout le monde. Et enfin, donc on soumet cette proposition, on émet des objections. Et puis enfin, donc, on bonifie. Chacun pose ses limites aussi éventuellement par rapport à cette proposition. Et c'est tout le monde qui est d'accord avec cette nouvelle proposition. Et ensuite, on célèbre surtout le fait de décider ensemble. Aujourd'hui, Pascal Corradini, vous disiez une quinzaine de personnes. Tout ça, j'imagine, a un coût, a un budget. Qu'est-ce que ça représente ? Et puis surtout aussi pour les parents qui décident de mettre leurs enfants, d'inscrire leurs enfants dans votre école démocratique Les Papillons à Épinal, combien ça va coûter ? Eh bien, ça pourrait coûter quelque chose comme 200 € par mois et par enfant, mais ça pourrait ne faire que 100 € par mois et par enfant, ou peut-être 300, pourquoi pas. Ça dépendra de notre modèle économique, de ce qu'on pourra, de ce dont on pourra bénéficier au niveau subvention. On va demander des subventions, par exemple, Fondation de France. On va se faire aider au maximum. Et puis on imagine déjà un petit modèle économique qui nous ferait des rentrées d'argent avec une structure à objet économique et pourquoi pas faire participer les enfants dans le cadre de la pédagogie, justement, puisque c'est de la pédagogie appliquée qu'on veut faire. Et bien du coup on les met pleinement dans une réalité économique aussi, quoi, pas que évidemment, mais réalité économique aussi. Ça veut dire aussi que l'école démocratique est créatrice, pas forcément d'emploi, mais en tout cas d'activité. Oui, tout à fait, créatrice d'activités. Et effectivement, à partir de ce bouillonnement d'idées, cette intelligence collective, il y a forcément des choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui qui vont se passer. En somme, c'est une forme d'intelligence collective que vous mettez en œuvre. C'est bien ça. En fait, c'est bien le déclencheur. C'est le battement d'aile du papillon, en fait. Alors, bémol peut-être dans cet enthousiasme que on entend Pascal Corradini chez vous, qui est partagé par Cécile Courtois et j'imagine aussi par les membres de l'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que
les écoles démocratiques s'adressent peut-être plutôt à des CSP+. Alors, les mauvaises langues diront encore un projet de bobo. C'est un peu comme l'alimentation bio, ça coûte cher. Il faut avoir un peu l'esprit déjà un peu ouvert, avoir compris des choses et que ça va encore bénéficier à une certaine élite, au moins culturelle. Oui et non, parce qu'en fait, on va avoir des tarifs qui seront vraisemblablement progressifs en fonction des revenus. Donc du coup, même les personnes qui sont d'un revenu modeste pourront faire intégrer leurs enfants dans cette école. Vraiment, on tient à ça, tous. Donc, alors, indépendamment de l'aspect purement revenu, on peut craindre pour ces enfants de sortir d'un modèle, certes imparfait, on l'a dit, et on l'a peut-être aussi tous vécu, finalement de faire le grand saut dans le vide en se disant, bon, je préfère inscrire mon enfant dans l'école Les Papillons, l'école démocratique Les Papillons d'Épinal, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Je préfère finalement l'inscrire quand même au collège. Il va peut-être s'embêter comme un rat mort, mais au moins je sais où il est, quoi. Je ne pense pas. Normalement, effectivement, en fait, ce qui se passera, c'est que on va faire nos preuves. Il n'y a pas de raison. On va avoir le vécu de l'école. C'est pour ça qu'on veut ouvrir en septembre 2018. C'est parce qu'on veut expérimenter dès que possible. Et puis, on est très confiant. Et aussi, on pense qu'on va tout à fait être intégré dans le paysage éducatif local parce que c'est bienvenu. Les élus, nous avons discuté avec plusieurs élus et ils voient d'un très bon œil tout cela. Des associations, des structures d'économie locale et circulaire, etc. Je crois que c'est un tout et si ce que nous faisons à l'école a une cohérence, elle se verra. Et elle transpirera même, et du coup, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des statistiques aujourd'hui en France sur le devenir, parce que vous disiez tout à l'heure, les écoles démocratiques ont maintenant un certain âge, est-ce qu'il y a des statistiques sur le devenir? Alors, pas forcément en termes de réussite, puisqu'on sait bien que c'est un critère qui n'est pas forcément uniquement lié au salaire à la fin du mois, même si on a tous un peu besoin d'argent, mais voilà, est-ce qu'il y a aussi des critères peut-être de réussite personnelle, de développement personnel, de bonheur tout simplement? Est-ce qu'il y a des chiffres? Non, il n'y a pas vraiment de chiffres aujourd'hui. On a simplement quelques exemples de parcours particulièrement de réussite, entre parenthèses, parce que tout dépend ce qu'on met derrière réussite. Absolument. D'épanouissement personnel dans le travail, on va dire. Il y a de beaux exemples d'épanouissement personnel. Je ne peux pas vous en citer comme ça, mais par exemple, si je pense à la réalisatrice d'un film sur Edward Snowden, j'ai plus en tête. Voilà, bon, en tout cas, c'est en fait des personnes souvent qui vraiment choisissent leur métier et qui le font par rapport à tout ce qui peut leur apporter dans le cas par rapport à un épanouissement. En tout cas, votre propos, Cécile Courtois et Pascal Corradini, autorise à rêver d'autre chose. On se rendra en classe à bord de soucoupes volantes. On rêve d'autre chose, on veut découvrir le monde. Plonger dans un jacuzzi rempli de spaghettis. On rêve d'une école de paradis, sans conflit. J'avais des rêves comme les tiens, mais comme ça me semble si loin. Avec le temps qui passe, nos fantaisies s'effacent. Toi sauras-tu garder les tiennes, qu'elles vivent encore dans 20 ans? Nous, on s'en fout, on a nos rêves à nous. Soyez-vous, gardez vos rêves en vous. On aura nos ailes pour voler, pour changer nos idées. Il y aura pour tout le monde des leçons d'intelligence, pour que chacun de nous puisse avoir un peu de chance. On rêve d'autre chose n'est qu'un arc-en-ciel, pour les enfants comme nous un petit peu plus de soleil. Des cours de guitare donnés par un léopard, apprendre l'anglais en volant sur un ballon. On rêve d'autre chose même si ça ne sert à rien. Notre imagination nous aide à voir plus loin. J'ai si souvent imaginé un monde empli d'humanité. Et pour tous les enfants, un avenir épatant.
Pour chaque douceur espérée, combien de désillusions. Nous, on s'en fout, on a nos rêves à nous. Soyez fous, soyez fous. On ne veut plus d'enfants qui crèvent d'ignorance. Durablement vôtre, Éric Mutschler. D'impuissance, on veut des cris, des rires, on n'aime pas le silence. Une école qui inspire une... On rêve d'autre chose de Sébastien Perret avec les écoles d'une école de Fribourg en Suisse. Une chanson pour l'éducation, ein Lied für die Bildung en allemand. Vous étiez une enfant rêveuse, Cécile Courtois? Alors, je pense que je suis toujours une enfant du coup, parce que je rêve toujours beaucoup. Voilà. Et je pense que c'est très très important de se laisser du temps pour rêver. D'ailleurs, les écoles démocratiques permettent aussi de permettre aux enfants de ne rien faire, enfin de ne rien faire entre guillemets, c'est-à-dire de s'offrir du temps pour soi, comme disait notamment Léonard de Vinci. Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais beaucoup de choses se sont faites en moi. Je crois que c'est important de prendre du temps pour soi. Vous êtes pour l'instant impliqué dans ce projet d'école démocratique à Épinal des Papillons, Cécile Courtois. Quel est votre métier dans la vie? Alors en ce moment, je suis vraiment impliquée dans ce projet. J'ai fait un tour de France des projets alternatifs et des écoles alternatives parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup depuis pas mal d'années. Quand j'étais étudiante, j'ai fait de l'accompagnement scolaire auprès d'enfants en difficulté scolaire, mais justement en ayant une approche centrée sur leur centre d'intérêt, parce que si on répète ce qui se fait à l'école, finalement ça ne sert pas à grand-chose. Et il y a eu des résultats très très positifs. Et à côté de ça, plus tard, j'ai travaillé pour une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards, qui est une association d'éducation populaire qui favorise la découverte des sciences par la pratique. Et là aussi, notamment en travaillant dans des quartiers défavorisés avec quand même beaucoup d'enfants en difficulté scolaire, je me suis rendu compte qu'avec une autre approche des choses, les enfants ils se révèlent, ils s'épanouissent, ils s'émerveillent et c'est magnifique. Voilà. Et votre formation, Cécile Courtois? Alors j'ai fait à la fois un diplôme en neurosciences et un master en communication et vulgarisation scientifique. Merci. Même question, Pascal Corradini, et vous étiez un enfant rêveur? Oui, j'étais un enfant rêveur, mais en même temps j'étais un enfant très sérieux à l'école, qui travaillait bien à l'école. Des parents sévères hein? Des parents, non, pas sévères. Non. Mais je me suis beaucoup épanoui à l'extérieur de l'école, puisque j'ai fait du sport de compétition. Et du coup, ça m'a bien aidé à voir autre chose. Parce que l'école, c'était limité, hein, c'était cadré, hein, c'était la discipline. Donc du coup, et puis je suis devenu enseignant. Et en tant C'est quoi, c'est une mesure de rétorsion? Alors en fait, j'en suis pas hyper sûr, mais je ne sais pas si je suis pas devenu enseignant pour corriger ce que j'ai entre parenthèses subi à l'école. Alors c'est souvent où on veut réparer, où on veut reproduire. Ouais. Oui, je me souviens très bien d'un prof de physique qui était extrêmement autoritaire. Quand il entrait dans la classe, il fallait qu'on reste debout. Ça vous dit tout, quoi. Puis quand on allait au tableau, on était terrorisés. Il nous harcelait, il nous diminuait en permanence, quoi. Voilà, dévalorisait. Pourquoi est-ce qu'on abandonne ses rêves dans la vie, Pascal Corradini? Pourquoi en fait, je pense pas. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai jamais abandonné mes rêves. J'ai toujours eu en tête de faire autrement. Et donc, je l'ai entrepris assez tôt. Donc, tout au départ de mon métier d'enseignant. En fait, j'ai déjà travaillé autrement. J'ai surtout travaillé sur des projets avec mes étudiants et j'ai vu tout de suite que c'était ça qui les mobilisait et qui les faisait réellement apprendre. Du coup, je pense beaucoup et je réfléchis et je crois à la pédagogie par projet. Autour d'un projet, on peut mettre toutes les connaissances à acquérir et les compétences à obtenir. On peut les mettre autour d'un projet. Voilà. Et vous êtes enseignant à Épinal, Pascal Corradini? Oui, je suis enseignant à Épinal en énergie renouvelable. Donc énergie renouvelable qui produisent de l'électricité et de la chaleur notamment. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Cécile Courtois et Pascal Corradini, porteurs du projet L'école des papillons, une école démocratique à Épinal dans les Vosges. C'est le moment de votre choix. On écoute. La vie, elle nous envoie tout le temps des fausses notes. Et il n'y a pas à être en colère. Les grands musiciens, qu'est-ce qu'ils nous enseignent?
Et je pense même aux musiciens voilà, de toute la planète, parce qu'ils nous disent tous la même chose. Quand il y a une fausse note, accueille-la et rends-la belle. C'est ça que nous enseigne la musique. Et donc dans la vie, quand il y a des fausses notes, ne te plains pas. Arrête de te sentir coupable ou de culpabiliser les autres. Voilà, arrête d'être en colère. Voilà, de geindre, de te plaindre. Voilà, quand il y a une fausse note, accueille-la et rends-la belle. Être un homme, être une femme, c'est ça. C'est rendre belle toute chose. Et je crois même que c'est la grande aventure de la vie, c'est de rendre belles les fausses notes. Le propos de Marc Vella, pianiste nomade, fondateur de l'association La Caravane Amoureuse. Extrait d'une interview réalisée par l'Observateur du Maroc et d'Afrique au Festival de musique sacrée de Fès, au Maroc, en 2017. Pour illustrer votre coup de cœur, Cécile Courtois et Pascal Corradini, vous voulez commencer, Cécile ? Oui, alors simplement pour dire que ce qui est important pour chaque individu, c'est pas d'être meilleur que les autres, comme c'est souvent ce qu'on nous impose. Oui, dans le système traditionnel, on nous place dans un système de compétition, mais finalement, le plus important, ce qui nous fait évoluer, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait avoir de l'estime pour nous-mêmes et la confiance en nous, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Et quand on teste des choses, quand on fait des expériences dans la vie, forcément, des fois, on rate, on se plante, ça marche pas. Et c'est comme ça qu'on apprend les choses. Il faut aussi savoir être capable d'échouer. Ça fait partie des apprentissages, ça fait partie de la vie. C'est bien dommage qu'à l'école, on ne nous enseigne pas plus ce genre de choses, parce que c'est vraiment fondamental à mon sens. Et, le Bouddha disait il n'est pas grave de faire une erreur, le problème c'est que quand on fait 2 fois la même. Les erreurs sont censées être constructives et de nous faire grandir. Donc effectivement, on fait une erreur, c'est pour faire autrement la fois suivante. Il y a peut-être des erreurs qu'on fait qu'une fois. Si par exemple on pose la main sur une plaque chaude, peut-être qu'on s'en souvient plus souvent que d'autres erreurs, mais le principe c'est quand même d'expérimenter par nous-mêmes plutôt que de nous interdire, qu'on se fasse interdire de faire telle ou telle chose. Et d'après vous, pourquoi cette peur de l'échec de notre système traditionnel ? Parce que le système traditionnel ne nous offre pas la possibilité justement d'échouer. Il y a notamment, on en a parlé avant, Célestin Freinet qui parlait beaucoup de l'essai-erreur. C'est quelque chose qui se pratique de nouveau peut-être un peu, mais pendant longtemps ça a été oublié. On nous imposait toujours la réussite, et puis les systèmes d'évaluation aussi nous soulignent nos erreurs et nous valorisent pas nos réussites. Pourtant on recevait des bons points. Moi je me souviens des images très colorées à l'école. Oui, effectivement, mais c'est dans le système des notes, on ne note pas ce qu'on réussit, on enlève des points sur les choses. C'est vrai, encore aujourd'hui sur la route, on ne vous félicite pas quand vous respectez la limitation de vitesse, on vous sanctionne quand vous ne les respectez pas. Est-ce que vous faites un lien avec ce système traditionnel, Cécile Courtois, et puis le fait que la France soit champion quasi du monde d'antidépresseurs ? Oui, c'est certain que si on nous laisse pas faire des erreurs, le système il peut pas fonctionner. Il y a une phrase qui est très connue qui dit l'erreur est humaine. Du coup, voilà, l'erreur est humaine. Laissons-nous faire des erreurs. Laissons-nous faire des erreurs. Pascal Corradini, vous êtes d'accord ? Complètement. C'est à partir de la conscience de l'erreur qu'on peut s'améliorer et on peut en prendre conscience nous-mêmes. Par rapport à la faute, c'est Confucius qui disait faire une faute, c'est pas si grave, c'est ne pas la corriger qui est la vraie faute. Et c'est ce qu'on ne fait pas dans le système traditionnel. Et donc, commençons effectivement à prendre en compte nos erreurs. C'est ce que je dis à mes étudiants, à les trouver par soi-même et à les corriger aussi soi-même. Et puis là, on a l'impression de grandir. Voilà. Et effectivement, en France, on a cultivé depuis des décennies, voire des siècles, la peur de l'échec. Et c'est pour ça qu'effectivement, vraisemblablement, il y a tellement de personnes qui prennent des antidépresseurs. Tellement de mal-être. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, Pascal Corradini, je vous pose la question à vous parce que vous avez le micro, que l'éducation nationale évolue et que les écoles démocratiques deviennent la norme ? Oui, moi j'ai de l'espoir et je peux vous dire que à l'IUT ça bouge.
depuis puisque j'ai décidé de prendre un mi-temps et j'ai expliqué les raisons, mes raisons, et j'ai expliqué aussi notre projet. Et ce projet parle à beaucoup de personnes au sein de l'IUT. Qu'est-ce qui bouge à l'IUT d'Épinal ? Ce qui bouge à l'IUT d'Épinal, c'est que ça fait 15 ans que j'essaie de faire en tout cas que je favorise une véritable équipe pédagogique et des études transdisciplinaires et de décloisonner les disciplines. Et c'est maintenant qu'on y pense, quand je sors un pied. Voilà. Est-ce que c'est aussi le reflet, peut-être une évolution, on parle évidemment beaucoup de transition, nous avons même un ministère d'État à la transition, alors là pour le coup écologique et solidaire. Est-ce que, Pascal Corradini, vous disiez tout à l'heure, vous avez été président d'Épinal en transition précisément, est-ce que les choses bougent? Alors en même temps, on sait qu'on va aussi un peu dans le mur, à grande vitesse, on voit l'effondrement de la biodiversité, mais en même temps, vous direz l'autre, je vous laisse deviner qui c'est, mais en même temps, il n'a pas la paternité, parce que j'ai réfléchi à ça, ça fait longtemps qu'on dit en même temps. Maintenant, on a l'impression qu'il a inventé la formule. Mais non, on avait le droit d'utiliser bien avant lui. Bon, donc en même temps qu'on va dans le mur, en même temps, il se passe des choses quand même très positives. Oui, il se passe des choses très, très positives. Il faut aussi qu'on sache les voir. Et il y a beaucoup de citoyens qui se mettent en mouvement. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'écoles démocratiques. Il y en a 40 aujourd'hui et qu'il y en a le double en projet pour l'année prochaine, en septembre 2018, dont la nôtre. Donc effectivement, je crois que ça bouge beaucoup et que ça va dans le bon sens et on peut voir l'avenir d'un très bon œil. Merci Cécile Courtois et Pascal Corradini pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes les porteurs du projet L'école des papillons, avec d'autres, une école démocratique à Épinal dans les Vosges. Pour en savoir plus et pour vous contacter, rendez-vous sur votre page Facebook à l'adresse École des papillons. Merci au public du Galuron Café Culturel à Saulxures-sur-Moselotte, où cette émission a été enregistrée en public le 22 février 2018, comme tous les 4e jeudis du mois. Merci public. L'entrée est libre et gratuite et c'est à retrouver sur www.legaluron.com. La prochaine émission sera enregistrée au Galuron jeudi 29 mars 2018. Exceptionnellement, ce sera le 5e jeudi sur le thème de la brimbelle, monnaie locale dans les Vosges. Et nous recevrons Vincent Zuanella. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.